votre participation. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce webinaire est proposé tout d'abord depuis la collaboration avec Campus France Colombie, qui a initié un cycle de webinaires et de présentations de différentes institutions françaises et programmes français et bilatéraux entre des pays d'Amérique latine et la France, et qui a organisé ce cycle du 17 avril et au 10 mai. Et donc, dans le cadre de ce cycle sur le doctorat en France, voilà, l'Institut français du Chili ainsi que Campus France Chili que nous représentons, donc moi-même avec ma collègue Agathe Gozerino ici présente. Bonjour. Nous vous proposons Bonjour. Nous vous proposons donc aujourd'hui un webinaire sur le programme Écosse Sud, donc un programme qui est géré depuis la France qui propose donc des financements pour des projets bilatéraux de recherche avec l'Argentine et la France, le Chili et la France et l'Uruguay et la France. Et donc, on vous propose donc ce webinaire de présentation de ce programme Écosse Sud par Frédéric Gesser, qui est président du programme Écosse Sud et directeur adjoint également du Centre de recherche des Cordeliers, donc, et chef également de service de psychopathologie et de métabolisme à l'INSERM. Ce webinaire également, à la suite de cette présentation du programme Écosse Sud, nous aurons également l'opportunité d'écouter le témoignage donc d'un chercheur principal, d'un principal investigator, de Yvan Saint-Saulieu, qui est professeur des universités sociologues à l'université de Lille, et collaborateur scientifique externe de l'université de Lausanne, à l'Institut des sciences sociales. Voilà, donc Yvan Saint-Saulieu est un porteur principal d'un projet Écosse de 2021 sur la justice sociale dans l'étau entre l'État et le marché. Voilà, donc je le laisserai donc ensuite témoigner sur son expérience d'un projet Écosse entre la France et le Chili. Voilà, donc je vous propose de commencer. Frédéric, je vous laisse peut-être prendre la parole et puis donc retransmettre votre présentation. D'accord. Donc, bonjour à tous d'abord. Merci d'assister à ce webinaire. On espère que vous aurez une meilleure connaissance comme ça du programme ECOS et puis aussi que vous aurez un peu les différents points qui sont essentiels lors de l'évaluation des projets, ce qui vous permet de les préparer en fait et d'être plus en adéquation avec ce qu'on attend du côté français, du côté des partenaires. Ça vous évite effectivement d'oublier des choses ou de ne pas mettre en avant les choses qui sont importantes pour nous. Je présenterai quelques éléments factuels sur le type de projet, le nombre de doctorants, le genre, le nombre de missions, que vous vous rendiez compte de la portée en fait des projets qui sont soutenus. Et puis, il y aura une autre partie qui amènera, j'espère, des discussions après la présentation sur ce qu'il y a en fait dans l'appel d'offres et quels sont les points, comment on remplit l'appel d'offres. Et puis enfin, le suivi des projets, parce qu'une fois qu'on a sélectionné les projets, il y a un suivi qui est réalisé au cours des 3 années. Et donc, c'est aussi important de le savoir, puisque ça peut avoir des conséquences importantes sur les financements ultérieurs. Donc, je vais partager d'abord ce que nous avons préparé ici en France à Écosse Sud. Voilà. Je pense que vous voyez tous mon écran. Vous manifestez s'il y a un problème, mais là, je le vois bien. C'est très Donc bien. voilà, donc, peut-être pour démarrer, je vais passer assez vite. Donc, le PowerPoint sera disponible. Donc, s'il y a des choses où je vais trop vite, vous pourrez toujours revenir dessus ensuite. La première chose, c'est de dire que ces programmes de collaboration sont sous la gouverne en fait de différentes tutelles et de différents systèmes. En particulier, il y a une gestion par Campus France et des gestions qui sont en dehors de Campus France. Alors, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Le programme ECOS est en dehors de Campus France, donc il a des règles
un petit peu particulières et des règles de gestion aussi qui sont un peu différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous sachiez positionner EcoSud, qui est une entité. Les programmes Ecos Nord et Ecos Sud sont des entités qui sont non gérées par Campus France. Il y avait une slide aussi qui était intéressante sur ce qui s'est passé entre la pandémie et avant-après. C'est vrai qu'on a observé, bien sûr, bon, pendant la pandémie, une chute drastique des échanges, mais ça remonte. Alors, ça remonte pas de la même façon dans tous les pays, mais on sent aussi, donc ça, c'est vrai on revient à un taux de projet soumis qui est à peu près, pas encore équivalent, mais presque. Mais moi, j'ai noté quand même qu'il y avait un frein aux missions et aux stages des doctorants. Et je pense qu'il faut arriver à dépasser ça. Mais clairement, on a un peu moins d'envie, semble-t-il, de bouger et d'aller discuter avec nos collaborateurs, ce qui est quand même quelque chose d'essentiel dans ces programmes d'échange, et en particulier dans le programme ECOS. Et là aussi, on en reparlera, ça fait partie des éléments de suivi et d'appréciation des projets. Est-ce qu'il y a vraiment des échanges qui se sont faits et est-ce que ces échanges ont été bien calibrés dès le début? Donc, c'est vrai il y a moins d'échanges actuellement. Il y a un frein hein, au mouvement, mais je pense que ça revient petit à petit à la normale. Alors, ça, je vais passer. Alors, c'est quoi ECOS Sud? C'est un programme donc, de collaboration entre la France et des partenaires. Donc, EcoSud, c'est les partenaires d'Amérique du Sud comme le Chili, l'Uruguay, l'Argentine. Il y a EcoSnor qui gère, c'est ici en bleu, une partie plus d'Amérique centrale. Et puis, il y a le Brésil, mais qui n'est pas dans ECOS, qui est dans un programme différent. Donc, vous voyez que le Chili, c'est en fait quand même une vieille histoire, hein. On a fêté les 30 ans de cette collaboration institutionnelle en 2022. Ensuite, on a fêté ça en Uruguay, qui a rapidement suivi. Puis en Argentine, on a fêté les 25 ans il n'y a pas très longtemps. On pourra discuter pour les Argentins de la situation actuelle qui est extrêmement complexe. Donc, comment ça se passe, la définition d'un programme et les interactions? Donc, c'est quelque chose au niveau qui se passe au niveau ministériel. Donc, ce ne sont pas les instituts de recherche type INSERM, CNRS ou INRIA ou autres qui définissent en fait les programmes. Les programmes et les moyens sont apportés par une co-tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Donc les financeurs, ce sont eux, et la gestion des programmes est faite par ECOS, qui a une cellule, comme je l'ai dit au début, spécifique, administrative, pour gérer les programmes. Et l'élaboration en fait des appels d'offres va se faire en partenariat évidemment avec nos partenaires, que ce soit l'ANID pour le Chili, l'ex, je ne sais pas quel est le nom actuel, je ne sais même pas s'il y en a encore un, ministère de la Science en Argentine et l'Université de la République en Uruguay, l'UDELAR. Donc, il y a la définition du programme. Jusqu'à présent, sauf quelques exceptions, c'est un programme ouvert qui n'a pas vraiment d'orientation scientifique sur des thèmes particuliers. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Donc, c'est là qu'intervient aussi la collaboration entre les ambassades et les pays des partenaires. Donc, a priori, pour l'instant, on a des programmes qui sont ouverts, donc sans fléchage thématique. Mais c'est arrivé en particulier en Argentine, donc pas dans les 2 dernières années, je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, mais en Argentine, dans la période précédente, il y avait effectivement un fléchage qui avait été demandé par la partie argentine. Et donc, les projets, les thématiques des projets dépendaient chaque année des décisions qui avaient été prises en partenariat entre le poste, donc les ambassades en France dans le pays,
les structures des tutelles, y compris ministérielles, dans les pays des partenaires et les agences que j'ai citées. Donc, c'est un échange entre tout le monde qui aboutit à un appel d'offres annuel ou jusqu'à tous les 3 ans en Uruguay, mais qui vient de passer, qui a été annualisé. Donc, c'est cet échange entre les différentes tutelles françaises, les différentes tutelles des partenaires qui aboutit à l'appel d'offres, à la définition de l'appel d'offres et aux précisions, dont on discutera tout à l'heure, dans l'appel d'offres et aux items particuliers d'éligibilité, par exemple, qui sont affinés au fur et à mesure et en partenariat et en accord avec les différentes tutelles. Alors, donc effectivement, ce qui est dit, mais je pense que je leur dirai, il y a un appel d'offres donc, qui est annuel et qui est le même appel d'offres dans les pays partenaires pour chaque type d'appel d'offres. Donc, autrement dit, pour Chili, c'est le même appel d'offres qu'on définit ensemble avec l'ANID, le comité argentin, le comité français et les tutelles françaises. Donc, vous devez retrouver, et on a fait des gros efforts dans les dernières années pour avoir exactement le même texte, donc à la virgule près quasiment, où vous avez exactement le même appel d'offres, ce qui n'était pas exactement le cas avant ma présidence. Donc c'est annuel. L'appel d'offres peut changer un peu, hein, puisqu'il y a des points qu'on peut décider à chaque réunion bilatérale de modifier dans l'appel d'offres, en particulier les critères d'éligibilité. En ce qui concerne l'Uruguay, comme je l'ai dit, c'était tous les 3 ans et c'est passé depuis cette année à un appel d'offres annuel, ce qui va permettre une meilleure dynamique, je pense. Donc c'est nous qui avons proposé ça, une meilleure dynamique pour cet appel d'offres. Alors, l'ambition donc de cet appel d'offres ECOS et de cette collaboration, elle est précisée ici. Donc, je rappelle que vous aurez les diapos, donc les textes. L'objectif, c'est bien évidemment de promouvoir la collaboration entre les communautés universitaires et scientifiques, donc des 3 pays, avec la France. Alors, il est précisé dans le texte de l'appel d'offres des secteurs prioritaires reconnus par les 2 parties. Comme je vous ai dit, ça reste très flexible et ça dépend en fait de la situation globale de la collaboration. Donc, ça dépend et c'est défini dans l'appel d'offres. En général, l'appel d'offres, comme je l'ai dit, est un appel d'offres complètement ouvert et il n'y a pas de thématique particulière. L'objectif, c'est aussi de promouvoir donc, le partage des bonnes pratiques en matière de collaboration internationale et donc de soutenir la mobilité des universitaires et des étudiants dans ce cadre de projets communs. Je rappelle que ECOS ne soutient pas, n'apporte pas de crédit de fonctionnement de la recherche, ni de crédit pour des postes ou pour des salaires. Il apporte uniquement des crédits de mission et d'échange en fait entre les 2 pays. Alors, il y a un appel d'offres, donc je l'ai dit, publié simultanément. On a une évaluation scientifique qui se fait de chaque côté, donc qui est menée par le comité français de son côté et le comité du partenaire. L'évaluation se fait avec des experts externes qui sont nommés par les coordinateurs. Vous verrez la liste donc à la fin. Dans chaque comité, il y a un coordinateur par grande thématique, donc un coordinateur santé, biologie, sciences humaines et sociales, etc., etc. Il y a 6 coordinateurs du côté français. Et donc, au moment où il y a l'appel d'offres qui est déposé, on recherche, donc chaque coordinateur sous ma gouverne cherche des experts extérieurs et c'est la somme en fait de ces expertises qui nous permet de définir une évaluation globale qui est donc donnée dans chacun des 2 pays. Et ensuite, on a une réunion bilatérale qui se fait chaque année. Alors, on bouge. Un coup, on va en Chili, par exemple, et l'année d'après, c'est les Chiliens qui viennent à Paris. Ou en France, puisqu'on va essayer de le faire aussi de façon décentralisée. Et donc, on confronte en fait nos appréciations, alors qui souvent ou parfois collent très bien et parfois sont divergentes parce qu'il y a des sensibilités différentes dans chaque pays. Et on aboutit à un accord, évidemment, un consensus. Et c'est ces projets
qui font l'objet du consensus de la notation et qui sont excellents, on va en reparler, qui sont donc proposés pour un soutien et un financement. Donc, on évalue plusieurs choses. Alors, je vais revenir plusieurs fois dessus, donc je vais aller un peu vite là, sur cette diapo. La première chose qui est évaluée, c'est la qualité scientifique. C'est-à-dire que si un projet n'atteint pas un niveau, on va dire, alors ça dépend de la perception, mais un niveau A+ ou AA+, il ne sera pas soutenu. Donc, c'est vraiment la qualité scientifique qui est le premier cut-off. Il y a le caractère innovant. Évidemment, on préfère des projets qui vont amener des choses un peu nouvelles, un peu prises de risque, plutôt que des projets qui ronronnent. La formation des doctorants, donc ça, c'est le critère qui vient juste après. Autrement dit, même si un projet est excellent au point de vue scientifique, si la formation des doctorants n'a pas été bien prise en compte, n'est pas bien expliquée, on y reviendra, on a une dégradation de la note et il ne passera pas, même si scientifiquement, il est excellent. Et enfin, ce qu'on veut, c'est évidemment des projets qui permettent d'avoir 1 + 1 fait plus que 2, doit faire 3 au moins, c'est-à-dire qu'il doit y avoir en fait une émulation entre les deux partenaires, les deux porteurs, qui va permettre de faire un projet qui n'aurait pas été possible sans l'un ou sans l'autre. On ne veut pas de projets qui sont des projets menés essentiellement en France avec juste une petite connotation dans l'autre pays pour pouvoir appliquer à cet appel d'offres. On veut que les choses soient équilibrées et qu'il y ait un intérêt réel à ce que les deux partenaires soient présents dans l'appel d'offres. Donc, effectivement, la valeur ajoutée est quelque chose d'important. Et ce qu'on espère, on en reparlera aussi, c'est le développement finalement d'une nouvelle collaboration, d'un nouveau réseau, et surtout de pouvoir s'appuyer sur ce premier réseau financé pour ensuite faire un effet levier et aller chercher de l'argent finalement ailleurs, que ce soit dans nos pays propres. Et il y a des financements comme ça qui sont possibles, des financements qui sont adossés à des collaborations spécifiques, ou bien des financements ANR, ou des financements chiliens ou autres, ou bien des financements européens. Alors, les projets sont des projets, comme je l'ai dit, de 3 ans. Et on a besoin d'avoir un calendrier, évidemment, pas, comme vous le savez, au mois près, mais au moins d'avoir une vision sur le déroulé du projet. On doit aussi avoir obligatoirement des doctorants qui vont bouger d'un pays à l'autre. Euh, En général, ce qu'on espère, et on en reparlera, c'est avoir un mouvement tous les ans, pendant 3 ans. Donc, c'est ça qu'on est prêt à financer. Donc, on a le budget pour. Donc, c'est soit un doctorant, et on verra, donc ça, c'est en France, et sinon, du côté chilien ou argentin, les masters sont aussi impliqués dans les projets. Euh, voilà, il y a aussi donc bien sûr un mouvement de seniors qui est possible tous les ans. Euh, et on en reparlera tout à l'heure. Et je suis très vigilant à ça et de plus en plus strict là-dessus. L'objectif, c'est pas que uniquement les seniors bougent, mais que les doctorants bougent, puisque c'est le futur, hein. Notre futur, c'est les jeunes. Donc j'ai vu, en tout cas à vos têtes, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes de connectés. Effectivement, le futur, c'est vous. Donc il faut que les juniors puissent profiter du système. Alors, euh, donc, alors c'est une diapo qui est un peu redondante, puisque sur la partie gauche, j'ai déjà expliqué les points importants. Quels sont les résultats attendus donc, de cette collaboration et de ce soutien? Il y en a plusieurs. On pense bien sûr tout de suite aux publications. Vous verrez, c'est un point important dans notre suivi. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a les événements scientifiques qui peuvent être montés grâce à ces collaborations. Il y a des produits, des logiciels, des algorithmes, des produits informatiques ou technologiques avec brevet, hein, ça c'est possible, c'est pas un gros mot, mais c'est pareil, on n'est pas là pour financer uniquement du développement technique, hein. Il doit y avoir un projet de recherche sous-jacent. Euh, Comme l'a fait remarquer notre collaborateur, effectivement, qui va vous parler tout à l'heure,
La communication grand public est quelque chose d'important. Vous savez que maintenant, la diffusion de l'information vers le grand public et vers en dehors de la sphère scientifique pure est aussi quelque chose qu'on doit prendre en considération. Et puis, dans les résultats qu'on attend, donc dans ce suivi de projet, et c'est des choses qui peuvent être abordées aussi, bien sûr, dans le projet qui va être écrit, ce sont les perspectives pour les doctorants. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient acquis des choses supplémentaires, que ce soit les doctorants français ou les doctorants des partenaires. Les accords entre les institutions, ça peut être le point de départ d'un mémorandum entre des universités des deux pays ou autres. Et là, effectivement, c'est ce dont je parlais, l'effet levier. Les financements ne sont pas énormes, même si je ne crois pas que je l'ai calculé là, mais en globalité, vu le nombre de projets en parallèle, c'est vraiment des beaux financements qui sont mis à disposition par nos tutelles, y compris enfin, des deux côtés. Mais ça ne suffit pas pour faire tourner un projet, c'est ce que j'ai dit. Donc, l'intérêt aussi pour nous, c'est de voir que sur la base d'un projet ECOS, il peut y avoir ensuite développement d'une collaboration et on peut appliquer à l'obtention d'autres financements, que ce soit nationaux ou internationaux, comme je l'ai dit. Donc, ça, c'est vraiment les résultats qui vont être évalués finalement dans le suivi et c'est des points sur lesquels on espère que vous allez nous les mettre en avant, évidemment, dans les projets qui sont déposés et dans lesquels on va pouvoir s'appuyer pour faire l'évaluation. Donc, sur cette slide, j'ai déjà dit, répété, et donc ça veut dire qu'on y porte un intérêt majeur. Donc, ça veut dire que ça doit transparaître dans les projets qui sont déposés. On veut des collaborations scientifiques de très haut niveau, qu'elles soient équilibrées, comme je l'ai dit, donc avec une valeur ajoutée qui apparaît et qui est décrite par les porteurs. On met l'accent, comme je l'ai dit, sur la participation des doctorants et également la création ou le renfort de réseaux de chercheurs. Ça peut être des chercheurs qui ont déjà collaboré, mais qui, du coup, grâce à ce soutien, vont aller plus loin que la collaboration qu'ils ont déjà. Alors là, vous avez la liste un peu factuelle du nombre de projets qui est soutenu. Vous voyez que c'est quand même pas mal. C'est environ 400 à 500 projets qui ont été soutenus au cours des années en Argentine, Chili et un peu moins en Uruguay. Ça représente environ 15 projets par an au Chili, en Argentine, une bonne vingtaine de projets au Chili par an qui sont sélectionnés, et puis une dizaine de projets par an qui sont sélectionnés en Uruguay. Enfin, c'est pas par an, c'est sur les 3 ans, puisque comme je vous ai dit, les appels d'offres étaient tous les 3 ans. Et donc, par an, on espère soutenir 3 ou 4 projets dans les années qui viennent. Alors, il faut voir que ces projets, comme c'est sur 3 ans, se chevauchent. Donc, chaque année, on a à peu près 60 projets, par exemple, pour le Chili, qui sont en cours en même temps. La même chose pour l'Argentine, un peu moins pour l'Argentine, une cinquantaine de projets, et puis un peu moins, évidemment, pour l'Uruguay. Mais ça fait donc un nombre de projets qu'on a à piloter qui est assez considérable, qui dépasse 120 ou 130 projets en parallèle tous les ans. On vous a noté aussi les mobilités. Il n'y en a pas assez, c'est clair, parce qu'on a plus de moyens, en tout cas à l'heure actuelle, que d'utilisation des possibilités. Donc c'est pour ça que je les encourage, mais ça fait quand même pas mal de mobilité. Malheureusement, on a du mal à récupérer les datas dans l'autre sens, c'est-à-dire les mobilités Chili vers France ou Argentine vers France. Mais c'est quasiment équivalent, voire un peu plus important. Alors, pourquoi je ne passe pas ma diapo? Alors, je voulais vous montrer aussi la distribution géographique des projets. Je ne sais pas quelle heure il est, il faut que je fasse attention à l'heure. Donc voilà, donc, sur la France, donc ça regroupe l'ensemble des projets qui sont en cours. Par exemple, en 2024, on a 110 projets à peu près en cours. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup en région parisienne, mais pas que. Et ça fait partie des critères donc, que je vais discuter tout à l'heure, des critères soft, on va dire,
par rapport aux trois critères majeurs que j'ai déjà exposés. Donc une majorité de projets évidemment en France, mais vous voyez qu'il y a une bonne distribution dans le pays de ces différents projets. Et on a aussi les données pays par pays. Donc le Chili, par exemple, bien sûr, il y a plus de projets à Santiago parce qu'il y a une communauté importante à Santiago, mais on est très vigilant à aussi ne pas oublier les projets qui peuvent être montés dans les autres universités. Donc vous avez ici une représentation des différents projets. Donc comme je rappelle, c'est ceux qui sont en cours en parallèle ici en 2024, donc la soixantaine de projets qu'on a en parallèle en ce moment. Voilà la thématique, un peu la répartition thématique avec le Chili. Donc, beaucoup de projets en sciences exactes. J'ai horreur de ce mot exact parce que ce que je fais, c'est aussi exact, mais ça couvre finalement la physique, la chimie. C'est cette partie-là, même l'informatique. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de projets ici que dans d'autres spécialités, mais il y a des projets en sciences de l'univers, sciences de la santé, sciences humaines et sociales, à peu près équivalents, et puis en sciences de la vie, plus de projets quasiment équivalents à ce qu'on a en sciences exactes. Donc, voilà ce qu'on a en ce moment comme projet en cours au Chili. Les porteurs de projets, donc voilà le nombre de porteurs évidemment qui est équivalent puisqu'il y a un porteur de chaque côté et la répartition par le genre est équivalente, que ce soit euh, côté français ou côté chilien. Là aussi, c'est un point qu'on met beaucoup en avant dorénavant euh, pour favoriser l'émergence et le fait que les femmes puissent porter des projets. C'est assez bien réparti, je trouve, et on en voit de plus en plus. Donc, je pense qu'on est dans la bonne direction. Et là aussi, on en reparlera tout à l'heure. Si on a besoin de choisir deux projets équivalents, ben, on prendra plutôt un projet porté par une femme si, au point de vue scientifique et sur les autres critères, ils sont équivalents. Ça fait partie de nos soft criteria, c'est-à-dire les deuxièmes critères qu'on va utiliser si on a besoin de départager des projets équivalents. Au point de vue des doctorants donc, qui bougent dans le cadre de EcoChili, on a en ce moment une centaine de doctorants qui est impliqués, donc sur l'année 2024, sur les trois années en parallèle, les trois appels d'offres, avec une répartition, bon, pas complètement équivalente, mais 50%, 43% de femmes, donc c'est assez bien réparti. Plusieurs thèses ont été soutenues, donc ça c'est un point important, un peu plus côté chilien que côté français. Et l'autre point dont on reparlera dans le suivi, dans les attendus, c'est les publications. Je vous rappelle qu'on demande à ce qu'il y ait au moins une publication qui soit co-signée par les deux partenaires. Et donc, dans les 5 dernières années, on a près de 200 publications qui ont été obtenues grâce à cette collaboration Ecos France-Chili sous la gouverne de Ecosud. Alors, l'Argentine, je fais rapidement donc les trois pays. L'Argentine, vous voyez, la répartition est un peu différente si vous vous souvenez de celle qu'on a vue au Chili. C'est un peu plus homogène. Euh, bon, un peu moins de sciences de l'univers, ce qui est un petit peu voilà, étonnant, parce qu'il y a aussi des sciences de l'univers en Argentine. Au Chili, c'était aussi quelque chose d'important. Beaucoup plus en santé. Je suis assez étonné, parce que d'autant que je suis le coordinateur santé, d'avoir si peu de projets santé au Chili. Il y en avait plus dans le temps. Donc, on a un besoin de communication sur cet aspect-là. Vous voyez qu'il y a pas mal de projets santé, beaucoup de projets de sciences exactes, pas mal de projets sciences humaines et sociales, qui en général trouvent toujours qu'ils sont sacrifiés, ce qui est totalement faux. Et ça se voit d'ailleurs sur ces barres graphes et en sciences de la vie. Donc une répartition homogène. Là aussi, sur le territoire, une répartition, bien sûr, qui est plus importante à Buenos Aires qu'ailleurs, mais vous voyez qu'on fait aussi des efforts pour essayer de disséminer le programme sur les différentes régions. Au point de vue de la répartition donc, des porteurs en 2024, donc à peu près 42 projets, je crois, en parallèle.
une répartition 60% d'hommes et 40% de femmes. C'est un peu comme au Chili. Au point de vue des doctorants, beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu juste avant pour le Chili. Je ne suis pas sûr que ce soit très significatif, mais je le note. Et on a environ 60 doctorants qui sont impliqués. Il y en avait plus, mais il y a plus de projets, donc c'est normal au Chili. Des thèses qui sont soutenues des deux côtés, à peu près de façon équivalente. Et beaucoup de publications. Vous voyez que même si on a moins de projets soutenus en valeur absolue, on a quand même énormément de copublications. Donc, c'est quelque chose de très important, y compris pour nos tutelles, pour leur montrer l'efficacité de ce programme et sa vitalité. Alors, en Uruguay, pour terminer sur ces éléments factuels, donc voilà la répartition. Donc, bien sûr, je vous ai dit, il y a beaucoup moins de projets qui sont soutenus. On en a 5 seulement en cours en 2024. Donc ça, c'est les projets qui commencent à être les projets annuels. Avant, on en avait une 10-12 répartis sur 3 ans. Donc là, on a démarré un nouvel appel d'offres l'année dernière, donc annuel, et on a sélectionné 5 projets. Donc, vous voyez là la répartition. Alors, comme c'est des petits nombres, on ne peut pas en tirer grand-chose. Par contre, on voit qu'on a là encore très peu de projets en sciences de la santé. Les projets sont majoritairement, enfin plus que majoritairement, puisqu'il n'y a que à Montevideo. Une répartition un petit peu déséquilibrée. Là encore, c'est des petits nombres, donc vous savez que les stats sur les petits nombres, ça laisse à désirer. Et puis, une répartition qui ressemble à celle de l'Argentine pour la répartition des doctorants. Là encore, c'est des tout petits nombres puisqu'il y en a 5. Des thèses qui ont été soutenues à peu près de façon équivalente, et puis des publications qui sont en rapport avec le nombre de projets, donc il n'y a rien de sensationnel là-dessus. Alors, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle là, Estelle? Oui, donc c'est 13h45 ici à Santiago. Si vous voulez encore 5-10 minutes maximum, D'accord. peut-être. OK. Donc, les conditions de l'appel à projet. Donc, ça, c'est important puisque c'est ce qu'il faut remplir pour pouvoir être évalué correctement. Donc, bien sûr, il faut un projet scientifique commun puisque c'est le but du jeu. Du côté français, on a mis en place ces dernières années une plateforme qui nous permet de déposer online, ce qui est une nouveauté, parce que ça fait des années qu'en fait c'est du PDF ou voire du papier. Donc là maintenant, il y a une plateforme qui marche plus vraiment bien. Donc il y a des requis qu'il doit y avoir au moins 2 chercheurs permanents dans chaque équipe, en particulier côté français, avec une HDR donc dans l'équipe. Et c'est pas forcément l'HDR qui va encadrer le doctorant qui va être mentionné. Et il faut, comme je l'ai déjà dit, un doctorant, ça c'est obligatoire. Euh, et quatrième point, il faut qu'il y ait un financement du projet qui soit identifié, sauf pour les projets SHS. Mais pour tous les autres projets, il doit y avoir un financement identifié qui doit permettre la conduite du projet côté français. C'est la même chose, en particulier côté chilien, où ils sont très à cheval là-dessus. Avant, c'était très flou, et depuis que je suis arrivé, j'ai mis des bornes et j'en ai fait des critères d'éligibilité. Et vous verrez que sur les plateformes de soumission, vous avez une progression. En fait, si vous ne remplissez pas un critère, vous ne pouvez pas avancer. Donc, il est obligatoire de remplir ces critères d'éligibilité pour pouvoir avancer et déposer son projet. Avant, ce n'était pas le cas, on le disait, mais il y avait des petits filous qui passaient à travers des mailles et on se retrouvait à évaluer des projets qu'on éliminait après puisqu'ils ne remplissaient pas les critères. Maintenant, avec la plateforme, c'est obligatoire. Donc, côté des partenaires, c'est à peu près la même chose, hein. Il peut y avoir des spécificités, donc vous devez regarder comment vos partenaires effectivement remplissent bien les critères. Normalement, eux aussi ne peuvent pas passer la barre si les barrières, on va dire même, pour déposer le projet si ils ne remplissent pas ces critères d'éligibilité. Bon, parfois il y a des trous dans la raquette.
Et au Chili en particulier, les partenaires doivent être, les porteurs de projets doivent être bénéficiaires d'un financement qui est l'équivalent de nos financements ANR à peu près. Donc, c'est des gros financements. Et là, les Chiliens sont absolument stricts là-dessus. S'il n'y a pas le financement, de toute façon, ils sont éliminés et ils ne sont pas éligibles. Et donc, on ne les verra pas au moment de l'évaluation globale. C'est un peu plus souple en Argentine et en Uruguay. Alors voilà, c'est à quoi ça ressemble quand vous allez vous connecter. Et vous voyez que vous avez un menu déroulant avec des questions oui/non. Donc, si vous répondez non, bah, vous ne pouvez pas descendre de toute façon et vous ne pourrez pas déposer le projet. Donc, vous devez nous dire dès le début, ça vous permet de vous rendre compte de ce qui est nécessaire dans votre projet. Est-ce que vous avez au moins 2 chercheurs titulaires dans l'équipe qui déposent? Oui ou non? Non, c'est terminé. Oui, vous avancez et vous devez indiquer le nom des chercheurs titulaires. Est-ce que vous avez une HDR, donc qui n'est pas forcément le porteur, mais qui doit être présent dans l'équipe? Oui, non. Si c'est non, bah, vous n'avancez pas non plus, vous êtes bloqué. Et pour les doctorants, donc là aussi, il faut un doctorant. Alors, on a essayé je ne sais pas si on le voit, voilà, vous pouvez le voir derrière. On a essayé d'être le plus souple possible tout en étant un peu strict. Donc, c'est un peu antagoniste, mais on en avait un peu marre d'avoir des doctorants on nous disait oui, oui, il y aura un doctorant, mais finalement, il n'y avait pas que doctorant. Et ça, c'est pas bien parce qu'en fait, c'est pas faire vis-à-vis des autres projets qui, eux, remplissaient les critères. Donc, on se retrouvait à la fin, au moment du bilatéral, à dire ah ben non, mais finalement, lui, il n'a pas. Et donc, on perdait du temps, on perdait de l'énergie dans l'expertise, et finalement, ça servait à rien. Donc maintenant, on a décidé depuis 2 ans là encore depuis que je suis arrivé, à avoir des critères stricts pour les doctorants. Donc, soit le doctorant, il est déjà identifié, il est déjà dans l'équipe, très bien, donc c'est oui, non. Oui, vous donnez son nom. Soit il ne l'est pas, et là, vous avez 2 possibilités. Soit il ne l'est pas, mais il y a déjà le financement de la bourse, donc c'est oui, auquel cas, vous devez indiquer le financement et vous trouverez le doctorant après. Je vous rappelle que les projets sont déposés en mai et on sait qu'en France, on a un décalage par rapport à nos partenaires, évidemment, puisqu'ils sont dans l'autre hémisphère. Et donc en France, en général, il y a des doctorants qui ne sont pas identifiés au mois de mai, mais qui vont être identifiés au mois de juillet ou août, en particulier avec les bourses du ministère. Donc, s'il n'y a pas le financement, qu'il n'y a pas le nom du doctorant, on laisse une possibilité. Non, là, elle a recopié la même chose, donc c'est pas ça. En fait, on donne la possibilité au porteur de nous donner le nom ou le financement jusqu'au 1er octobre 2024. C'est-à-dire qu'il va passer les différentes étapes, il va être évalué, mais si au 1er octobre 2024, on n'a pas les éléments d'inscription du doctorant ou d'obtention d'une bourse, même s'il n'y a pas encore le nom du doctorant, le projet sera déclaré inéligible au moment de octobre 2024. Voilà. Ensuite, on vous demande des CV. Alors là aussi, avant, c'était très ouvert et on en a marre d'avoir des CV qui ne se ressemblent pas, ou en particulier nos amis des SHS qui nous font des CV à rallonge. Donc là, maintenant, on donne un format et il faut remplir le format. Jusqu'à présent, on a été assez souple et là, les Chiliens, par exemple, ont dit, moi, si ce n'est pas le format, c'est inéligible. Donc, ils sont encore plus stricts que nous. Donc, vous avez un format qui vous est donné sur la plateforme et vous devez nous donner les CV selon le format. Vous devez indiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un financement. Donc, si vous n'avez pas de financement, bah, c'est non et de toute façon, vous bloquez pour la suite. Si vous avez un financement, vous devez nous donner le montant et le type de financement. Et vous voyez, c'est explicitement écrit, c'est inéligible si le financement n'est pas suffisant pour mener le projet côté français. C'est la même chose côté, je vous ai dit, du partenaire, en tout cas chilien. Bon, je ne sais pas, Estelle, est-ce que j'avance encore sur les critères d'évaluation? Donc, les critères d'évaluation, on en a déjà parlé, donc je vais aller assez vite. Donc, on a nos critères extrêmement stricts qui sont l'excellence du projet scientifique. Donc, je vous l'ai dit, s'il ne sort pas AA+ au minimum, il ne sera pas de toute façon retenu. On encourage les projets soumis par des nouvelles collaborations ou des jeunes chercheurs. Je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être des collaborations qui existaient déjà.
et qui vont être renforcés. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas des gens qui postulent à ECOS et qui obtiennent des ECOS tous les 3 ans. Et donc, on est très vigilant à ne pas faire de l'entretien finalement, ce n'est pas du tout le but, et de favoriser à chaque fois des nouvelles collaborations. La pertinence du projet, évidemment, on regarde la thématique, ça c'est évident, la qualité scientifique du projet et des équipes. On regarde si les équipes ont publié, comment elles sont positionnées au niveau international. Là encore, les Chiliens sont extrêmement stricts sur cet aspect-là. La participation des jeunes chercheurs, je vous l'ai dit que c'était obligatoire. Et bien sûr, l'intérêt de la collaboration et la valeur ajoutée de la collaboration, ainsi que l'équilibre entre les deux partenaires. On ne veut pas de projets qui sont unbalanced et qui sont finalement menés essentiellement par un pays et l'autre pays fait un peu la figuration. Donc, une fois qu'on a fait toute cette classification, en fonction du nombre de projets qu'on peut financer, ben, on peut avoir des difficultés avec des projets qui sont un peu équivalents. Et là, on a ce qu'on appelle nos soft criteria, c'est-à-dire qu'une fois que tout ça est rempli, euh, on a ces critères-là qui vont nous donner des bonus quelque part, les résultats scientifiques ou industriels, l'implication des femmes, donc pour effectivement pousser à ce qu'il y ait des femmes qui soient coordinatrices ou qui soient présentes, et également, je vous l'ai dit, l'origine géographique pour favoriser la décentralisation. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va sélectionner, mais c'est là-dessus qu'on va partager en fait les excellents et qu'on va définir en fait le ranking aussi qu'on va faire entre les différents projets. Bon, est-ce que j'ai encore 2 minutes, Estelle? OK. Oui, Alors, une fois que les projets sont sélectionnés, donc je rappelle aussi que le nombre de projets sélectionnés, ce n'est pas les comités qui les définissent. Finalement, c'est le budget qui nous est alloué par nos tutelles, que ce soit côté partenaire ou côté français. On nous donne un budget, donc avec ce budget, on peut identifier 20 projets cette année au Chili, ou alors 24, etc. Donc, en fait, on fait notre ranking en fonction de l'évaluation qu'on a fait. On la discute, comme je vous l'ai dit, entre les deux comités. On arrive à un consensus. On sélectionne des projets qui vont être financés. Alors ensuite, ces projets qui sont financés sont suivis. Donc, ce suivi des projets, il y a 2 grandes étapes. Il y a l'évaluation à mi-parcours. On demande un peu ce qui se passe dans le projet, comment ça avance. Est-ce qu'il y a des mobilités qui ont été faites? Bien sûr, c'est ce qu'on espère, puisque on est là pour les financer. On va émettre un warning si on voit qu'il n'y a pas de mobilité, en particulier des doctorants. Et également, est-ce qu'il y a déjà des publications? Des fois, c'est un peu tôt, mais là aussi, on rappelle que la publication est nécessaire. Pour les mobilités, on est en train d'avancer parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de doctorants qui bougent. Et donc, on est en train de faire une réflexion sur le fait que si la première année, ce qui peut se comprendre, ce sont uniquement des seniors qui ont bougé, on demande à ce que la deuxième année, il faut au moins qu'il y ait un doctorant qui bouge avant qu'on finance un senior. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Là encore, avec les Chiliens, ils sont tout à fait favorables à ça. Dans les autres pays, c'est un peu moins strict. Mais je trouve qu'il faut qu'on oblige un peu plus les partenaires à faire bouger leurs jeunes, puisque c'est quand même un des éléments majeurs du programme. Alors ensuite, il y a le rapport final. Donc ça, c'est à la fin, ce qu'on vous demande. Et là, il y a différentes choses qui sont détaillées là. Le bilan du projet, le bilan, bien sûr, des collaborations, les attendus qu'on vous a expliqués, donc qui sont divers, les mouvements qu'il y a eu, les éventuels impacts avec des collaborations qui vont au-delà du programme ECOS. Et puis, un des points importants qui est parfois oublié, c'est évidemment les publications qui doivent à la fois être, pas toutes, mais il faut au moins qu'il y ait une publication avec les deux partenaires qui soient co-signataires et qui font la mention du financement ECOS. Des fois, c'est oublié. Alors, pourquoi c'est important? C'est important en particulier côté des partenaires, presque plus que chez nous. Si un rapport est considéré comme négatif à la fin, il y a un blocage en fait de soumission à la fois à ECOS, ça c'est ce qu'on fait aussi en France, mais de façon plus importante aux autres types de financement dans ces pays.
au Chili, je reviens là-dessus parce que c'est eux qui sont les plus stricts et structurés sur ce plan-là. Un rapport négatif à la fin d'un projet ECOS-ANID va bloquer en fait la soumission de demandes de financement en dehors de ECOS, enfin en dehors du programme ECOS-ANID pour les autres projets. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et majeur chez les partenaires. De notre côté, ça va bloquer une demande ECOS, donc ils vont apparaître en rouge si des projets sont redemandés après un projet négatif, avec un avis négatif. Mais évidemment, ça ne va pas jusqu'à bloquer, par exemple, à l'ANR. On n'en est pas à ce stade. Voilà. Et pour finir, bah, la diapo avec les têtes des gens qui gèrent ces projets. Donc, Nadia est une cheville administrative extrêmement importante. C'est avec elle que vous avez beaucoup de contacts avant, pendant et après, qui est la responsable administrative et financière, donc qui gère le programme. Et puis, vous avez ici les 6 coordinateurs avec chacun leur spécialité qui font les évaluations, qui gèrent les programmes, et puis moi-même qui suis le président de cette affaire et qui coordonne également les sciences de la santé. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'étais pas trop long, mais il y avait pas mal d'éléments et on pourra revenir dans la discussion sur ces différents éléments si vous le voulez. Merci beaucoup. Donc, avant peut-être de passer aux questions, justement plus en détail peut-être sur les questions des participants sur le programme Écosse Sud, je laisse la parole tout de suite à Yvan Saint-Saulieu pour nous partager son témoignage de dépôt de projet en 2020 pour 2021 et puis également sur son parcours de 2 ans maintenant d'un projet Écosse. Merci beaucoup, Yvan. Merci. Bon, écoutez, je ne vais pas dire que je vais faire court parce que c'est pas toujours ce qui est promis, ce qui est fait. Mais enfin, je voulais juste donner un peu un retour d'expérience en pratique puisque il y a un certain nombre de règles. Mais après, il faut voir ce que ça devient. Alors, j'ai noté quelques aspects, hein, c'est pas du tout exhaustif. Et je fais l'impasse justement sur les impasses, sur les difficultés, sur les échecs, voilà, parce qu'il y en a toujours, ça fait partie du processus normal de la recherche. Mais enfin, nous étions lauréats pour un projet de sciences sociales qui portait sur la justice sociale, qui porte sur la justice sociale. Nous sommes à mi-parcours, c'est-à-dire qui a 3 volets. Un volet sur les perceptions de la justice sociale, plutôt porté d'ailleurs par nos collègues chiliens, donc les représentations de la justice sociale. Un volet sur les mouvements sociaux, qui est porté par les deux. Et un volet sur la santé publique, qui est porté par les deux également. Voilà, donc c'était les 3 volets de ce projet sur la justice sociale. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un peu un avant et un pendant. Il n'y a pas d'après encore, hein, puisqu'on n'en est pas encore là. Mais sur l'avant, la préparation du projet, je voulais juste souligner l'aspect des réseaux et du contexte. Il me semble qu'il y a une espèce, en tout cas dans notre cas, hein, et vous pourrez piocher, faire écho, si j'ose dire, avec vos situations ou pas. Il y avait une sorte d'empilement de réseaux. Il y avait des réseaux institutionnels, bien sûr, on va dire un peu réglementaires, indispensables, hein, puisque nous étions 3 universités collaborant dans ce projet, à Toulouse, à Lille et à Santiago, enfin l'Université du Chili à Santiago, et avec y compris d'ailleurs un collègue de l'Université de Los Lagos. Donc ça fait 4 finalement. Et puis au niveau des seniors, hein. Ce réseau institutionnel, il comprenait aussi notre inscription avec la porteuse principale côté chilien dans un réseau institutionnel de l'Association française de sociologie. Nous co-dirigeons le réseau thématique 44, justice sociale, hein. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et une autre dimension de cet empilement de réseau, si j'ose dire, c'est que nous avions été assez productifs. C'est-à-dire que nous avions produit un livre
issu de cette situation au sein de l'Association française de sociologie, un livre sur la justice sociale, hein, pas non plus un hasard, qui ensuite avait été traduit en anglais. Et donc, 2 livres étaient sortis de cette production en commun de livres collectifs. À noter au passage que les Chiliens, c'est comme les Suisses et c'est comme les Allemands, ils préfèrent publier en anglais, hein. Les Français préfèrent publier en français et ça risque pas de changer avant Mathusalem. Mais enfin du moins, en tout cas en SHS, il y a une forte présence de la publication en français. Mais les autres, ils sont normaux, on va dire, et ils publient davantage en anglais. Voilà. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette inscription institutionnelle n'a pas seulement débouché sur une production, hein, sur des publications antérieures au projet ECOS, mais elle a également entraîné la mise à disponibilité de doctorants. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un doctorant de Toulouse, un doctorant de Lille et un doctorant de Lausanne, côté franco-suisse. Lausanne, mais il avait un directeur de thèse français, enfin bref. Et puis, bon, côté chilien, il y a eu des doctorants également. Et une autre chose à souligner, c'est que ces doctorants, qui d'ailleurs chaque année, on a un senior, un junior, hein, on a fait comme ça, c'est la parité absolue, y compris d'ailleurs au niveau homme-femme, c'est très paritaire notre projet. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas forcément des doctorants qui réalisent leur doctorat au Chili, c'est des doctorants qui sont, durant leur projet ECOS, ils sont doctorants, mais en réalité, ils viennent souvent, ou parfois, au Chili pour préparer la suite, hein. Alors, leur thèse a évidemment un rapport avec ce qu'ils font dans le projet ECOS, mais enfin, elle n'est pas forcément portée par le terrain au Chili. Dans les cas qui nous intéressent, ça prépare plutôt le postdoc, en fait. Voilà. Euh, je voulais seulement souligner aussi quelques éléments de contexte. Ce projet sur la justice sociale, il n'est pas non plus par hasard. C'est-à-dire que, bon, je ne doute pas des critères de scientificité de nos collègues, mais enfin, peut-être dans la mutualisation France-Chili, il y avait peut-être quand même un élément de contexte, les 50 ans de l'effondrement de la dictature, l'avènement d'un gouvernement de gauche qui a porté l'accent au départ sur la santé publique, hein. Et enfin, l'Estaído, hein, qui est le grand mouvement social au Chili, qui a, disons, actualisé la question du mouvement social au Chili. Voilà. Donc notre projet n'était pas complètement décontextualisé, hein, pour le dire ainsi. Alors j'en viens maintenant à la période actuelle, où on est en gros dans le développement ou l'actualisation de ces réseaux, avec peut-être 2 aspects. D'une part, publication et valorisation. Alors, pour les SHS, ce n'est pas tellement possible de publier en même temps qu'on collabore, hein. Il y a un délai. Je sais qu'en biologie, par exemple, les collègues, ils ont moins de problèmes de délai, hein, pour publier. Mais enfin, nous, ce n'est pas forcément des productions académiques qu'on peut faire chemin faisant dans le rapport intermédiaire que je viens de rendre. Et beaucoup plus, évidemment, de l'événementiel, de la vulgarisation, des conférences et des contributions médiatiques. Voilà, c'est un peu ça dont on est capable à mi-chemin du projet ECOS. Par contre, on a entamé toute une réflexion de recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on est en train de penser des terrains. Alors, les 2 premiers l'année dernière, ils étaient plutôt dans la valorisation de l'acquis. C'est ainsi que ma collègue a pu, les collègues français et chiliens ont pu écrire un article académique, hein, par exception, là, très vite finalement, grâce à des données antérieures en réalité. Mais par contre, nous sommes en train d'engager dans la production de données, alors qualitatives en l'occurrence, hein, c'est-à-dire en sociologie, ça veut dire des entretiens, des observations, dans les 3 volets pour renseigner, documenter les 3 volets qui nous intéressent. Santé publique, à partir d'un hôpital sur lequel on a des entrées, d'ailleurs au passage grâce à la collaboration avec l'Institut français au Chili, hein, ici présent, mais collaboration qui avait été même entamée d'ailleurs avant qu'on intervienne, avant qu'on réussisse le projet ECOS,
puisque j'avais fait un premier voyage au Chili avant, et qui nous a permis d'ailleurs, sur place, de penser le projet ECOS, de le rédiger et de le déposer ensemble. Et donc, je finis sur la production de données. Il y aura un aspect santé publique grâce à une enquête à l'hôpital à Santiago, un volet santé communautaire grâce à un terrain qu'on va faire dans un centre de santé, et un volet solidarité sociale et sanitaire grâce à un terrain qu'on va faire dans un quartier populaire de Santiago. Voilà, donc on est vraiment porté par l'idée de faire une recherche avec les collègues chiliens, une recherche en 2 temps, avec donc une fusée à 2 étages. Ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas uniquement des gens qui sont portés sur des sujets, par des sujets différents, mais c'est aussi une collaboration dans la durée de tandem ou de binôme franco-chilien. Voilà, je m'en tiens là. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant sur votre collaboration avec l'équipe chilienne. Peut-être on va passer aux questions. Peut-être des participants, des questions très spécifiques pour vous. Alors, s'il y a des personnes qui veulent utiliser le chat ou alors prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole. Alors, peut-être pour commencer, il y a quelques questions dans le chat. Hop. Alors, Agathe, je te laisse Oui. le Alors, dire. une question de Irina Chilobreva. Bonjour, les publications, y a-t-il des critères est-ce qu'ils doivent être en open access, par exemple? Alors non, ils ne doivent pas être, mais évidemment, c'est dans la tendance actuelle, évidemment, de la diffusion des connaissances. Évidemment, c'est un plus s'ils sont en open access, mais c'est pas un critère qui est retenu. Vraiment, le critère, c'est la copublication. Alors, là aussi, pour préciser, le côté strict et stringent de cette copublication varie un peu selon les pays. Donc, côté chilien, s'il n'y a pas copublication au moment où on fait le comité bilatéral, où on fait le suivi des projets, le projet est marqué négatif, non recevable, et il y a les suites dont j'ai parlé. En Argentine, on a mis un délai de 3 ans post la fin du projet. Donc, on le met pendiente et on peut revenir, c'est-à-dire il n'est ni défavorable ni favorable. Il ne peut pas évidemment resoumettre de projet ECOS, mais on laisse un petit temps. Côté français, on est un peu entre deux. C'est-à-dire qu'on commence à s'énerver au bout d'1 an et demi si vraiment on n'a rien vu venir. Et là, on le bascule en projet avec un défavorable, donc un mauvais avis, mais on laisse un petit peu plus de temps. Parce que comme l'a dit la personne juste devant, j'ai oublié votre nom, je suis désolé, j'aurais dû le noter, on n'a pas toujours finalisé les choses. Alors, il n'y a pas que la publication, donc ce qui est important pour nous, c'est de voir qu'il y a une production globale, et puis ça dépend aussi des spécialités, mais la publication est quand même quelque chose d'obligatoire à un moment donné. Une autre question de Très bien. Laura Montaldo qui demande s'il y a une restriction d'âge du doctorant pour s'inscrire. Alors, il n'y en a pas. Ce qu'on demande, parce que là aussi, je vous dis, on devient un petit peu plus strict, je trouve. Alors, c'est peut-être à cause de moi, mais ça changera peut-être plus tard. Non, j'essaye d'être le plus fair possible entre les différents postulants, parce qu'il n'y a pas de raison de pas être correct. Euh, on demande justement dans le CV du doctorant de bien nous préciser quel est le titre de sa thèse et l'objet de sa thèse. Parce que des fois, on a des trucs un petit peu surprenants où on nous propose des doctorants qui ne travaillent pas du tout sur le projet ICOS. Et au point de vue de l'âge, non, il n'y a pas d'âge limite. L'important, c'est d'être inscrit en thèse. Donc ça, c'est plutôt les écoles doctorales, en tout cas côté français, qui vont imposer des limites et qui vont faire en sorte qu'ils ne vont pas probablement inscrire un doctorant qui a 40 ou 45 ans. Très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être des participants veulent prendre la parole ou poser une question également à Yvan Saint-Saulieu qui a partagé son témoignage et qui a donc l'expérience d'un projet Écosse en cours. Non, alors il y a pas l'air d'avoir d'autres questions, si je ne me trompe pas. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez un dernier mot peut-être pour la fin, Frédéric. Oui, Non. pour conclure, moi je trouve que c'est vraiment un. D'abord, c'est une expérience formidable. Euh, Moi, j'ai une expérience personnelle justement d'avoir eu un projet ECOS avec le Chili et le Mexique d'ailleurs, mais au Chili en 2014, je crois. J'avais accueilli le doctorant chilien au labo. Ensuite, il est revenu faire un postdoc de 2 ans, 2 ans et demi, avec d'autres financements évidemment. Ensuite, il est reparti, il a monté son équipe. On a continué des collaborations. J'ai reçu des étudiants de son équipe. Donc, c'est pour vous montrer que les choses, en fait, perdurent. Et c'est ça l'objectif vraiment d'ECOS, hein. C'est à la fois de soutenir une recherche d'extrêmement bonne qualité et d'avoir un avenir et de servir d'effet levier pour l'avenir. Donc, vraiment, n'hésitez pas. La compétition peut être assez rude en fonction des pays et essentiellement en fonction du budget qu'on va avoir. C'était plus le cas en Argentine qu'au Chili, où on avait un budget assez conséquent. Moi, j'ai dirigé l'ANR et je peux vous dire que c'était une autre chanson. Là, c'est quand même plus facile de sélectionner quand on a 40% de succès. Au Chili, par exemple, c'était pas pareil en Argentine. Donc, n'hésitez pas à déposer des projets. Prenez en compte les critères que je vous ai mentionnés. Sachez, et je le répète parce que pour nous, c'est l'avenir. Il faut que les doctorants, on comprenne pourquoi ils sont impliqués, que c'est pas simplement un nom pour remplir le critère d'éligibilité. Donc, il y a un point important on donnera la parole à Pablo juste après, il y a un point important sur que va faire le doctorant quand il sera en mission ou en stage d'un côté ou de l'autre. En quoi le fait d'aller faire son stage va lui amener voilà, il faut décrire un petit peu pour qu'on comprenne comment le doctorant est impliqué. Donc ça, c'est un point important. Et dernier point, comme je l'ai dit, on favorise les nouvelles collaborations. On sait aussi que des collaborations qui ont marché sont plus favorables pour avoir une extension du projet. Donc, on essaye toujours dans notre sélection finale d'avoir un espèce d'équilibre entre des projets qui sont complètement nouveaux, des équipes qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrées devant un poster, ou des équipes qui ont déjà collaboré et qui veulent concrétiser ça avec un projet ECOS. Et par contre, on a un aspect un peu plus négatif sur des gens qui ont déjà eu des projets ECOS. Le but, c'est pas de pérenniser en fait ce soutien pour ces équipes-là. Oui, Pablo. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Bon, tout d'abord, merci pour cette position. Moi, j'ai une question. Moi, je viens du Chili. Et au Chili, absolument, il faut avoir un projet ANID pour candidater au EcoSud. Mais dans quelle année? Parce que souvent, les projets ANID, c'est 3 ans, 4 ans. Mais est-ce qu'il faut avoir les premières années du projet ANID pour candidater au EcoSud ou même au milieu ou à la fin? Non, en fait, bon, ce qu'on se dit, c'est que il faut que la première année au moins soit couverte. Évidemment, si il y a de l'argent qui couvre les 3 ans, c'est encore plus favorable. Mais on n'est quand même pas. On sait comment ça marche, hein, l'obtention des financements. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit assuré que la première année du projet, il y ait un financement qui soit chevauchant. Et on espère évidemment, parce que si la personne a été capable d'avoir un financement ANID ou ANR côté français, on se dit qu'elle en aura d'autres. Voilà, on n'est pas strict d'avoir un chevauchement total, parce que c'est quasiment impossible, entre le financement chilien ou le financement français avec le parcours du projet ECOS. J'ai une toute petite question. Oui. Oui, en fait, moi, je viens de Concepción et de Chili. Donc, il y a très peu de gens qui parlent français.
à différence de Santiago, il y a plus de gens. Est-ce que les doctorants, il faut absolument qu'ils puissent parler en français ou s'exprimer en français? C'est une condition ou non? Non, non, pas du tout, pas du tout. Mhm. Évidemment, c'est mieux s'ils parlaient anglais. On en parlait tout à l'heure avec Yvan. Oui, C'est vrai que c'est plus facile pour les échanges quand il vient en France, par exemple. Il va s'insérer dans une équipe s'il peut parler anglais. Alors en SHS, c'est peut-être un petit peu différent, mais dans les sciences classiques, biologie exacte, etc., l'anglais est quand même un moyen de communication plus facile. Voilà, mais c'est vrai que si l'étudiant parle que espagnol, c'est plus délicat, évidemment, de s'insérer pendant un mois. J'ai oublié de le dire, ça d'ailleurs, voilà. la durée des stages, c'est un mois minimum pour les étudiants. Ça peut être plus long, mais il n'y a qu'un mois qui sera pris en charge par ECOS. Et pour les seniors, c'est 15 jours minimum. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc la prise en charge, c'est le vol, le transport qui est pris en charge, soit côté chilien, soit côté français. Euh, oui, ça c'est aussi ce qu'on a instauré dans les 2, 3 dernières années, c'est que chaque pays prend en charge ses ressortissants. Et sinon, avant, il y avait c'était croisé et c'était un cirque pas possible. Donc, chaque pays prend en charge ses ressortissants. Et ce qui est pris en charge, c'est le voyage plus les per diem pour l'hôtel et voilà, la nourriture, etc. Merci. Oui, je vais peut-être rajouter un petit mot pour dire que, en effet, je dirais, ça paye pas de mine, hein, puisque notamment, on est toujours à la recherche de salaires pour les précaires en France, et de ce point de vue-là, bon, il n'y a pas trop, mais mine de rien, quand même, ça facilite des échanges et ça dynamise des projets indiscutablement. Et puis, alors, ce que j'ai bien apprécié, c'est que c'est pas d'une lourdeur bureaucratique énorme, en tout cas côté français, puisque il y a des effets de contexte là aussi, en fonction des pays. Moi, ce que j'ai vu aussi, ce qui est un point, je trouve important, euh, là, je suis président d'un comité d'évaluation à l'INSERM, et en fait, je vois passer des projets. Alors, évidemment, j'ai l'œil plus attiré par les projets ECOS, ceux qui ont eu des projets ECOS, et c'est des projets que les jeunes chercheurs ou les directeurs de recherche peuvent mettre en avant comme étant des projets internationaux, parce qu'ils sont vraiment reconnus comme une collaboration internationale. Donc, même si le financement n'est pas énorme, c'est pas des financements comme l'ANR ou des financements comme l'ANID, c'est quand même ça montre que vous avez été capable d'avoir un projet à l'international et c'est un plus dans l'évaluation des candidats à la promotion ou même enfin, oui, pas au recrutement, mais en tout cas la promotion. Tout à fait. Il, il s'agit d'ailleurs, donc ce programme ECOSANID au Chili, il s'agit vraiment aussi de l'outil principal de collaboration bilatérale, justement au niveau scientifique et recherche entre la France et le Chili pour l'ambassade de France ici au Chili. Donc, c'est vraiment le programme le plus reconnu, disons, et le plus structurant au niveau recherche entre les deux pays à l'heure actuelle. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres petites questions avant de terminer, de clore peut-être ce webinaire? Non? Je pense que c'est bon. Bah, écoutez, merci beaucoup. Peut-être aussi pour clore, donc je vous ai transmis dans le chat le lien donc de l'Institut français qui présente donc le programme ECOSANID, donc côté chilien cette fois, et donc qui met un lien directement vers la partie française et vers la partie chilienne qui gèrent et qui reçoivent les candidatures. Donc, on rappelle, le porteur principal chilien doit postuler au Chili à l'ANID et le porteur principal français doit postuler en France à Écosse. Et donc, on a le lien direct sur cette page Internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir donc, ce programme en détail. Et donc, une dernière question de Laura Montaldo, peut-être pour se présenter dans le programme, on doit avoir la thèse de master terminée. Alors, moi qui connais pas très bien la structuration, je ne sais pas si c'est au Chili ou ailleurs, je ne sais pas ce que c'est qu'une thèse de master.
En tout cas, le master peut être en cours, hein. Donc, pas en France. Comme je vous l'ai dit, en France, on demande à ce que ce soit un étudiant qui soit inscrit en thèse, donc post-master, effectivement, avec un diplôme de master. Mais au Chili ou enfin, dans les 3 autres pays, dans nos partenaires, ils acceptent quelqu'un qui est en master, donc qui est en train de passer, de passer son master. Et qui n'a pas fini son mémoire de master. Voilà, je pense que c'est ça que vous voulez dire dans la thèse de master, c'est le Alors, mémoire final. s'agit-il du Chili? Peut-être Laura, est-ce que vous souhaitez préciser? Oui, c'est le Chili. C'est au Chili. D'accord. Très bien. Très bien. Donc, ah non, c'est en Uruguay. Voilà. Les réponses viennent un peu tard. Ouais. C'est en Uruguay. Donc, je ne sais pas si en Uruguay, vous avez la réponse. Comment cela fonctionne? Oui, oui, c'est le même principe. C'est le même L'idée principe. est que les étudiants en master, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin d'avoir soutenu leur mémoire, sont éligibles en fait dans le programme. D'accord. Très bien. Voilà, très bien. Et Bah, ben écoutez, voilà. merci beaucoup. Donc, on espère, Laura, que vous pourrez postuler. Vous ferez votre candidature pour votre projet de recherche à Écosse, en Uruguay. Donc. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Frédéric et merci Yvan pour cette présentation et pour ce témoignage. Et puis également, Frédéric, pour votre témoignage, puisque donc vous avez été porteur principal également. Donc, on vous remercie beaucoup. Et puis donc, on espère qu'il y aura beaucoup de candidatures cette année dans les 3 pays. Et on espère également pouvoir diffuser ce webinaire pour toutes les personnes françaises donc qui souhaitent développer des collaborations avec les 3 pays ici. Voilà. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Merci Merci. beaucoup et bonne soirée en France. Merci, merci. Merci à tous.